Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle webconférence client VetinWeb. C'est un plaisir de vous accueillir ce soir. Nous allons parler de comment soigner notre chien avec amour et c'est le docteur Claude Paolino qui sera notre conférencier ce soir. Il va aborder les bases du medical training, on va parler éducation, on va parler alimentation et hygiène. Donc, je le laisse se présenter et puis partager avec vous cette conférence. Vous pouvez tout au long de la webconférence poser vos questions dans l'onglet chat. Le docteur y répondra à l'issue de la conférence. Si les questions sont trop nombreuses, nous y répondrons par écrit dans les jours à venir. Voilà, je lui laisse toute la place et puis bonne conférence à vous. Bonsoir à tous. Merci d'être présents ce soir pour aborder ce sujet assez important et qui semble être au début tellement naturel qu'on l'oublie quelquefois. Et donc nous allons aborder ce sujet et aborder plein de domaines. Vous allez voir, vous allez vous y reconnaître sûrement. Donc je m'appelle Claude Paolino, je suis vétérinaire dans le sud de la France et j'interviens principalement en nutrition et en troubles du comportement. Donc ce soir, nous allons voir comment soigner nos animaux avec amour, tant qu'à faire, parce que sinon, on associe quelquefois les soins à quelque chose de désagréable et très vite, c'est pas agréable pour l'animal et le propriétaire, ne parvenant pas à soigner son animal, va se trouver dans une situation un petit peu compliquée. Donc, déjà, quand on décide d'adopter un animal de compagnie, eh bien, on peut se dire, mais tiens, quelle drôle d'idée. Pourquoi vais-je adopter un animal de compagnie? Et que va-t-il se passer? Eh bien, quand on adopte un animal de compagnie, on fait cohabiter deux espèces animales entre elles. Par exemple, un humain plus un chien, un humain plus un chat, mais quelquefois, c'est un humain plus un chien plus un chat, ou plusieurs chats ou plusieurs chiens. Et là, on pense que c'est quelque chose de simple, puisqu'on se dit, je vais faire du bien, je vais adopter des animaux, ça va être agréable, mais on n'a pas forcément demandé l'autorisation aux chiens et aux chats, et surtout leur avis, pour savoir si ça va bien se passer. Donc, il convient de connaître les besoins de chaque espèce pour que cela se passe bien, pour qu'il n'y ait pas de difficultés. Et on espère que ça va bien se passer. Nous allons voir ce soir ce qu'il en est. De plus, pour les humains, il existe des lois qui définissent les droits et devoirs lorsqu'on détient des animaux de compagnie. Donc, je vais aussi aborder ce sujet dans la soirée. Alors, il y a une loi très importante qui a été votée le 30 novembre 2021 qui vise à lutter contre la maltraitance animale et l'abandon. Et ça, c'est très important parce qu'il est depuis le 30 novembre 2021 obligatoire de détenir un certificat d'engagement et de connaissance pour pouvoir adopter un animal de compagnie. Ce CEC doit être demandé par le cédant pour tout don ou tout achat. C'est-à-dire que si demain vous décidez d'acheter un animal de compagnie, bien l'éleveur doit vous demander si vous êtes titulaire du CEC. Idem, si vous adoptez un animal dans un refuge, l'association de protection animale devrait vous le demander. Et enfin, dernier cas, si on vous donne un animal, là aussi, il doit être ce certificat, vous devez être en position de ce certificat. Alors, ce certificat aborde beaucoup de domaines. Il peut être délivré par un vétérinaire ou par une personne titulaire de l'ACACED. C'est un diplôme qui montre que la personne a des connaissances dans les soins et comment s'occuper d'un animal de compagnie. Il y a beaucoup de points qui sont abordés, l'alimentation, le comportement, l'hygiène, les soins, le coût. Donc c'est quelque chose d'assez long. Quand je délivre ce type de certificat, je passe environ 1 heure avec les propriétaires. Alors un vétérinaire peut aussi, si le vétérinaire vous connaît et sait que vous avez de bonnes connaissances, il peut aussi vous le délivrer du fait qu'il vous connaît et que vous avez de bonnes connaissances sur les animaux. Ce n'est pas un examen que vous passez, c'est une information et on vous donne des informations très importantes. Alors, on va parler aussi de bien-être animal. Le bien-être animal est codifié et donc une définition a été donnée par l'OMSA, c'est l'équivalent de l'OMS en santé animale, SA c'est santé animale, et qui définit les 5 libertés pour atteindre le bien-être animal. Il faut que l'animal n'ait pas faim, soif et ne subisse pas de malnutrition, y compris l'obésité.
C'est-à-dire que pendant longtemps, on avait mis l'absence de faim et de soif. Maintenant, étant donné que les animaux sont trop nourris, on est obligé de tenir compte de cela. L'absence de peur et de détresse, donc les troubles du comportement, par exemple, doivent être traités et doivent être évités que l'animal soit en état de peur, de détresse et qu'il puisse être en état de mal-être. Il y a l'absence de stress physique ou thermique, donc ça semble plus évident. Il faut éviter le froid, il faut éviter le chaud, il faut que les animaux puissent se mettre à l'abri. Il faut aussi qu'il n'y ait pas de douleur, de lésions et de maladies, c'est-à-dire qu'il y a une certaine obligation de soigner les animaux, et donc on ne peut pas avoir un animal malade et de ne pas le soigner à partir du moment où on a décidé de s'en occuper. Et dernier point, il faut la possibilité pour l'animal d'exprimer les comportements normaux de son espèce. C'est-à-dire qu'un chien, par exemple, a besoin de courir, a besoin de se promener. Donc un chien qui ne vivrait que dans un appartement ou sur un balcon, eh bien ça ne correspond pas forcément à ses besoins. En même temps, ce n'est pas parce qu'on a un chien en appartement qu'on ne peut pas aller le balader. Et donc si on fait des balades suffisantes, si on tient compte de ses besoins, il n'y aura pas de problème. L'ANSES a donné aussi une autre définition qui est aussi intéressante, puisque c'est un état mental et physique positif lié à la satisfaction de ses besoins physiologiques et comportementaux. Vous voyez qu'ici aussi, il y a le côté physiologique et le côté comportemental qui est mis en exergue. Et aussi, on rajoute que cela varie en fonction de la perception de la situation par l'animal. Donc c'est vrai qu'on tient compte de l'animal et de sa capacité à juger de son mal-être. Donc, c'est pour ça que quand on veut les soigner, eh bien, il faut tenir compte de tout ça. Donc, il y a les bases du medical training, où nous allons les voir. Comment rater son éducation ou pas. Mon chien est difficile pour son alimentation, comment faire. Connaître les points clés pour parvenir à les soigner. Et enfin, l'hygiène et mon chien, comment le convaincre. Parce que se laisser brosser, par exemple, ben, c'est pas toujours évident de convaincre son animal d'accepter. Alors, le medical training. Il faut déjà savoir que quand vous voulez faire des soins à votre animal, lui, ne sait pas pourquoi vous le faites. Et donc, il se demande ce qui vous a pris aujourd'hui de décider de le brosser. Donc, il n'avait pas envie, ça lui fait mal, vous tirez sur les poils, c'est pas agréable. Donc, c'est pas évident. Et comme en médecine, il ne faut pas lui faire mal. Et donc, l'adage primum non nocere doit s'appliquer. Il ne faut pas le blesser. Mais il ne faut pas renoncer non plus. Parce que sinon, si l'animal, quand il ne veut pas qu'on le brosse, on ne le fait pas, eh bien, il va y avoir des bourres de poils, il peut y avoir des parasites, et donc on serait dans le cas de maltraitance par négligence. Alors, dans les parcs zoologiques, c'est bien évidemment quelque chose qui s'est imposé très vite, parce que sinon, ça serait impossible. Vous imaginez bien que si vous voulez inspecter la bouche d'un éléphant, là, par exemple, s'il a décidé qu'il n'ouvrait pas la bouche, ça serait impossible. Donc, on leur apprend à faire ça. Ou alors les singes, par exemple, vous voyez une image aussi, mais ça touche aussi des félins, les girafes, les dauphins, les otaries. Donc, on peut faire beaucoup de choses. Donc, on peut se demander à ce moment-là, pourquoi on ne pourrait pas le faire chez les chiens et les chats, nos animaux de compagnie. Donc, le but, c'est d'entraîner les animaux à coopérer pour la réalisation des soins quotidiens, mais aussi les soins vétérinaires. Quand vous amenez votre chien chez un vétérinaire, eh bien, ce n'est pas toujours évident qu'il accepte les soins. Donc, on va pouvoir l'entraîner à faire ça. Donc, ils apprennent des gestes ou même à rester immobile pendant les soins. Et des fois, quelquefois, le simple fait de rester immobile est bien utile en consultation. Donc, théoriquement, ils sont libres d'accepter ou de refuser les soins proposés, mais si c'est urgent, on ne va pas attendre leur accord, on va les soigner, bien entendu, ça semble évident aussi. Donc, le consentement de l'animal a une place importante dans cette pratique, et donc, si votre animal est d'accord pour que vous fassiez des soins, eh bien, ça vous évitera de vous battre, de vous mettre à trois sur l'animal pour lui faire prendre un comprimé, et à ce moment-là, on y arrive quelquefois le premier jour, mais le lendemain, l'animal, on ne l'attrapera plus et ça sera plus possible. Donc, il faut le faire en bonne entente pour obtenir la confiance, entretenir la confiance que l'animal a en vous. Et si vous prenez en compte ses appréhensions, sa peur, si vous le rassurez, ça se passera mieux
et on pourra faire des soins qui seront moins coercitifs et donc moins invasifs et qui seront mieux acceptés. Donc le but, c'est de créer des associations positives avec les soins proposés. Donc c'est plus la peine d'être 2, voire 3 pour les soins, plus besoin de les courir après pour le brosser, et plus besoin d'utiliser des ruses pour lui faire prendre des médicaments. Et quelquefois, on sait bien quand on fait des ordonnances que ça ne va pas toujours être facile de faire prendre les comprimés. Donc, on peut les habituer à beaucoup de types de soins, mais on va principalement déjà essayer d'obtenir que l'animal accepte d'être brossé, accepte qu'on lui coupe les griffes, qu'on lui nettoie les yeux et les oreilles. Donc ça, c'est déjà un bon début si vous parvenez à faire ça. Et vous aurez aussi la possibilité après d'aller plus loin, bien entendu. Donc tout ce qu'on va voir là, c'est aussi, on n'a pas que des animaux malades, hein, donc c'est bien aussi de pouvoir lui faire des soins d'hygiène dans la vie de tous les jours. Alors, quand doit-on commencer le medical training? Eh bien, le plus tôt possible. Dès l'âge de 2 mois, hop, vous vous mettez au boulot avec le chien et on fait des petites séances pour lui expliquer. Alors, bien entendu, au début, on fait des choses très simples. Simplement que l'animal accepte que vous le manipuliez. Donc, ça fonctionne aussi avec les chiens et à tout âge. Hein, on n'est pas obligé de commencer sur un chiot. C'est plus facile si on commence tôt, mais ce n'est pas obligé. Et donc, surtout, ne vous découragez pas. Si vous avez un animal adulte, il sera tout à fait possible de développer ce type de soins. Donc, globalement, il va falloir que ça soit régulier. Il faut travailler plusieurs fois par semaine avec des séances relativement courtes. Un chien, au-delà de 5-10 minutes, c'est long. Donc, essayez de faire des séances courtes et agréables, mais régulières. Alors, qui peut-on soigner? À qui peut-on faire ce genre de soins? Eh bien, tous les chiens et chats, sans distinction de race. Hein, donc ça, c'est pas parce que vous avez un chat ou un chien d'une race particulière qu'on ne peut pas lui faire des soins. Non, 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 ça, c'est possible. Donc, on va voir maintenant comment rater son éducation. Parce que si vous réussissez à échouer, comme le livre que je vous ai mis en bas, vous allez faire vous-même votre malheur, comme le livre en bas à gauche. Et donc, il va falloir savoir pourquoi déjà on risque d'échouer pour réussir son éducation. Alors, quelles sont les erreurs les plus courantes? Eh bien, les erreurs les plus courantes que l'on rencontre, c'est, dans un premier temps, ce qu'on appelle l'anthropomorphisme. Grec anthropos, et, qui veut dire l'homme, et morphisme, qui a la forme de l'homme. Eh bien, votre animal n'est pas un humain. Donc ça vous paraît évident, mais il faut en être convaincu, parce que quand vous voulez quand on fait l'erreur de penser que c'est un humain, eh bien, on lui prête des sentiments humains et on pense qu'il pense comme nous. Par exemple, que faire sa toilette, c'est bien. Eh bien, pour un chien, c'est pas du tout évident. Donc, attention, ne pas les considérer comme un humain. Attention aussi à ne pas faire d'adultomorphisme, c'est-à-dire de considérer que votre chien est adulte alors qu'il ne l'est pas. Jusqu'à 1 an, un chien est un chiot, c'est un bébé, c'est un enfant, et donc on ne demande pas à un enfant ce que l'on demande à un adulte. Et quelquefois, les propriétaires demandent des choses trop compliquées et donc, étant donné que c'est un chiot, il n'y arrive pas, et donc il se fait gronder parce qu'il ne répond pas à une demande, alors que simplement la demande ne s'adaptait pas à cet individu-là. Et troisième point, attention de ne pas faire de l'infantilomorphisme. C'est-à-dire que c'est tout à fait l'inverse. C'est-à-dire qu'on a un chien adulte et on le considère comme un bébé. On le prend au bras, on le considère comme un bébé, et à ce moment-là, après, on s'étonne que le chien refuse de rester seul à la maison, qu'il pleure quand on le prend pas au bras. Eh bien, en fait, on l'a entretenu dans une position trop d'enfant, et donc ça crée des problèmes. Imaginez-vous si on vous considérait comme un enfant, et si on vous parlait comme un bébé, vous ne seriez pas d'accord. Après, il ne faut pas oublier que le chien et le chat ne peuvent pas se projeter dans le futur. Par exemple, si vous lui demandez ce qu'il voudra faire dimanche, le dimanche qui vient, là, eh bien, il n'en aura aucune idée.
Et donc attention de pas faire cette erreur, parce qu'on le voit souvent. Hein. On pense que les chiens et les chats se vengent. En fait, ils ne se vengent pas, parce que pour se venger, il faut pouvoir se projeter dans le futur. Ils sont pas bien, ils font quelque chose, par exemple, ils font pipi dans la maison, et bien, ça vous déplaira certainement, mais ce n'est pas pour se venger. Hein. C'est parce qu'ils sont dans un état de stress important. Ils ne peuvent pas non plus imaginer des situations abstraites. 1 plus 1, par exemple, ça ne veut rien dire pour un chien, donc ce n'est pas la peine de le mettre dans des situations qu'il ne pourra pas résoudre, parce que forcément il ira à l'échec et tout le monde sera mécontent. Il a du mal aussi avec les quantités. Hein. Si c'était un humain, il préférerait 10 billets de 5 € plutôt qu'un billet de 50. Hein. Donc ils ont du mal, et donc ça, il faut faire attention, parce que quelquefois, on essaie de jouer là-dessus, et donc ils ont beaucoup du mal avec ce genre de situation. Il a aussi du mal avec les nuances. Par exemple, un chien, ça comprend bien le blanc, ça comprend bien le noir, mais pas du tout le gris. Donc, c'est-à-dire que si vous commencez à mettre des subtilités dans les ordres, eh bien, il va avoir du mal. Si, par exemple, vous autorisez à monter sur le canapé le lundi matin, le mardi après-midi et le mercredi, mais uniquement si c'est un jour pair, eh bien là, le chien n'arrivera pas à suivre. En revanche, s'il a le droit de monter sur le canapé ou s'il n'a pas le droit, ça, pour lui, c'est facile. Et enfin, globalement, le non-respect de son éthogramme. L'éthogramme, c'est le comportement normal d'une espèce. D'une espèce, pas de la race. La race n'a rien à voir dans l'histoire. Donc l'éthogramme, c'est le comportement normal d'une espèce, du chien, du chat. Et après, on tiendra compte de l'individu, du chien que vous avez en face de vous, de cet individu-là. Mais on ne tient, la notion de race n'influence pas ici son comportement. Donc, je vous ai mis, par exemple, quelques erreurs courantes, quelques situations où les humains font des erreurs, et c'est des situations qui vont nous permettre de mieux comprendre. Donc, par exemple, l'animal fait une bêtise, mais la bêtise, c'est jugé par l'humain, c'est pas jugé par l'animal. Et donc, l'erreur, par exemple, c'est de le gronder trop tard. C'est-à-dire que vous êtes rentré à la maison, vous apercevez qu'il y a un pipi, par exemple, et on le gronde en rentrant. Eh bien, en pensant qu'il va comprendre qu'on l'a grondé à midi parce qu'il a fait une bêtise, peut-être à 10 h du matin. Eh bien, l'animal, non, ne le comprendra pas. Lui, ce qu'il va comprendre, c'est que la punition, elle se passe au moment où vous arrivez. Donc, par exemple, si vous le grondez quand vous arrivez, ben, il va croire qu'à votre retour, il va se faire gronder. Mais si, par exemple, au moment de la punition, il entend une sirène des pompiers, il pourra croire que vous l'avez puni parce qu'il y a une sirène des pompiers. Donc, quelques heures plus tard, quand les pompiers vont repasser, eh bien, l'animal va croire que vous allez le punir. Et il sera dans un état de stress, de peur, et donc il va avoir beaucoup de mal à comprendre pourquoi cette situation s'est passée comme cela. Deuxième situation, les directives peu claires, ce qu'on appelle le droit fluctuant. C'est l'exemple que j'ai donné tout à l'heure pour le canapé. Eh bien, ça, que comprend le chien? Ben rien. Il comprend rien. Il ne comprend pas pourquoi. Des fois, il a le droit, des fois, il n'a pas le droit. C'est pas logique pour lui. Et donc, vous allez vous le mettre en situation de stress. Troisième cas de figure que l'on rencontre souvent maintenant, les familles recomposées. Donc, vous avez des humains qui ont des animaux et les humains décident de vivre ensemble. Donc, ils se regroupent, et ils vont vivre et ils vont penser que leurs animaux vont être d'accord. Mais pas du tout. On n'est pas du tout sûr que les animaux vont vouloir vivre ensemble. Et donc, on arrive à des situations compliquées avec, par exemple, des animaux qui se battent, qui ne sont pas d'accord. Ou alors, j'ai eu le cas récemment d'un couple qui s'est constitué et un des deux avait 3 chats et l'autre en avait 1. Eh bien, la bande des 3 chats avait décidé que le 4e, celui qui appartenait à l'autre, ne pourrait vivre que dans l'évier de la cuisine. Et donc, s'il était dans l'évier de la cuisine, il n'était pas attaqué. S'il sortait de l'évier, un des 3 chats l'attaquait. Et donc, ça, c'est quelque chose dont il faut savoir comment présenter des animaux quand on va les faire vivre ensemble. Donc, chaque chat se dit en regardant l'autre, le nouveau, là, celui qu'on lui impose, qui c'est celui-là. Et donc là, on va du stress à la dépression, parce que quand vous ne pouvez plus vivre que dans un évier, il est bien évident que l'état dépressif risque de survenir.
Alors, pour comprendre ça, je vous ai mis quelques diapos pour comprendre pourquoi le cerveau des animaux ne fonctionne pas comme le cerveau des humains. Donc, sans rentrer dans des choses très compliquées, je pense que ce sont des notions importantes à connaître. Là, par exemple, vous avez un exemple avec le cerveau du chien, et le cerveau du chien est complètement développé à l'âge d'1 an. Chez un humain, il faut 25 ans. Et donc, plus ça va vite, plus on a des problèmes et le risque est grand. Et donc, il ne faut pas se tromper. C'est-à-dire que la première année du chien, c'est quelque chose, et du chat, c'est quelque chose qui va relativement vite. Et donc, il faudra ne pas se tromper la première année. Chez un enfant, il faut 25 ans pour qu'il se développe. Donc, même si on se trompe un peu, on a le temps de corriger. Donc, voilà, c'est un sujet important. À noter un grand rôle de l'allaitement. Et dans le lait des mamans, il y a un acide gras qui s'appelle du DHA et qui contribue au développement du cerveau. Et donc, c'est pour ça que je vous ai mis en haut à droite un lait maternisé. Il faut faire attention quand si vous avez besoin de lait de substitution, de prendre des laits qui contiennent du DHA parce que le DHA contribue au développement du cerveau, aussi bien chez les chiens, chez les animaux que chez les humains. Donc voilà un cerveau, ça c'est un cerveau humain, mais il va nous permettre de comprendre ce qui nous intéresse ce soir. Ici au milieu, là, vous avez le centre des émotions. Et donc ça touche aussi bien les chiens, les chats que les humains. Et puis devant, la tache rose, c'est la zone de la réflexion. Et là, le cerveau, cette zone-là, est beaucoup plus développée chez les humains que chez les chiens et les chats. C'est pour ça que j'ai représenté les chiens et les chats en plus petits. Et donc, ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas réfléchir, mais ils n'ont pas le développement du cerveau qui leur permet d'atteindre les performances humaines. Alors, quand on a une émotion, on a peur, par exemple, une grande peur, eh bien, on va partir en courant ou se retourner contre l'agresseur potentiel. Donc, il y a quelque chose. Donc là, les humains et les chiens et les chats sont touchés. Mais ce qui est la grosse différence, c'est que vous voyez, il y a des flèches. Ces flèches bleues envoient des informations au cerveau de la réflexion. Et donc, chez les humains, au bout d'un moment, le cerveau se met à réfléchir à la situation. Au début, il est comme le chien et le chat, il ne réfléchit pas, il est sous le coup de l'émotion. Mais après, il va commencer à réfléchir et il va pouvoir moduler son émotion. Et ça sera beaucoup plus efficace chez l'humain que chez le chien ou le chat. Un autre domaine qui nous différencie un petit peu, c'est l'odorat. Ici, vous voyez un humain avec une zone dans le nez, dans les fosses nasales, qui va recevoir les odeurs. Cette zone est très petite et elle va recevoir les odeurs et elle ne tapisse pas toutes les fosses nasales. Donc c'est pour ça que l'odorat de l'humain est moins développé que celui du chien. Si à côté je vous mets un cerveau de chien, la zone pour l'odorat, c'est cette zone ici, qui correspond à la petite barre marron là chez le chien, chez l'humain. Et chez le chien, quand il rentre une odeur, vous voyez, tout l'air est envoyé vers la zone verte qui correspond à la zone de l'odorat. Donc tout ce qui rentre dans l'œil du chien est analysé au point de vue odorat. Donc là, dans ce cas-là, c'est nous qui sommes plutôt handicapés par rapport au chien. Le chat est intermédiaire entre nous deux. Donc voilà le cerveau de chien et le cerveau de chat. Pour l'odeur, c'était la zone avant, et pour la réflexion, c'est la zone ici. Donc, en résumé, on peut dire que pour l'odorat, le chien et les chats sont beaucoup plus armés que les humains, et pour la réflexion, c'est l'inverse. Et donc, quand on se parle, quand on communique, eh bien, ça joue. Hein, voilà. C'est-à-dire que le chien, quand vous arrivez vers lui et que vous êtes en colère, une vraie colère, il va le sentir. Hein. On dégage des molécules qui le montrent, et donc il va être tout à fait conscient et il va percevoir quand vous êtes bien, quand vous n'êtes pas bien. C'est difficile de mentir à un chien ou à un chat. Donc le cerveau a évolué dans le temps sous 3 formes. Et donc là, je vous mets un modèle qui est un peu dépassé, mais qui permet de bien comprendre. Au début, il y a eu ce qu'on appelle le cerveau reptilien, qui servait simplement pour les fonctions vitales, la faim, la soif, le sommeil. Puis après, il y a eu le cerveau des mammifères, qui sert pour les émotions, la mémoire, les habitudes, l'attachement. Donc c'est là où en sont le chien et le chat, et ils peuvent faire beaucoup, beaucoup de choses avec ça. Et sur l'humain, il y a un 3e niveau qui permet le langage, l'abstraction, l'imagination, la conscience.
Donc, vous voyez, on n'utilise pas les mêmes zones du cerveau quand on communique entre un chien et un humain. Et donc, il est important d'en tenir compte. Donc, le cerveau, en résumé, le cerveau, le striatum, c'est la partie des émotions, la partie plus ancienne. Le cortex cérébral, c'est la partie de la réflexion. Alors, attention, le striatum est actif chez l'humain. C'est pour ça qu'on peut avoir, nous aussi, des désirs qui sont entretenus. Et par exemple, dans les gens qui ont des phénomènes d'addiction, c'est à ce niveau-là que ça se joue. On a beau, par exemple, si on décide d'arrêter de fumer, on a beau avoir un cerveau qui nous dit que c'est pas bien, mais on n'y arrive pas parce que la partie du cerveau émotionnel est active. Donc, il y a une expérience qui a été faite sur des enfants que vous pourrez retrouver sur YouTube, où on montre à des enfants, on leur dit, voilà, il y a un adulte qui est avec eux, on leur dit, voilà, je te donne une friandise, je vais partir, et si quand je reviens, tu n'as pas mangé la friandise, tu en auras une deuxième. Si tu l'as mangée, tu n'en auras pas. Eh bien, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a filmé ces enfants, et donc il y a tous les stratagèmes, il y a des enfants qui sentent la friandise, qui la portent à la bouche, mais qui ne la mangent pas. Mais in fine, 80%, 85% des enfants ont consommé le bonbon. Et chez les adultes, ça marche, on a les mêmes résultats si à la place des bonbons, on met de l'argent. Donc on voit la difficulté qu'a le cerveau de la réflexion pour bloquer les émotions. Alors on y arrive, mais c'est difficile. Donc chez le chien et le chat, c'est encore plus difficile. Donc ça veut dire que quand on a une action et que cette action est positive pour nous, eh bien on va avoir une récompense. Comme on a une récompense, on va mémoriser cette action et on va avoir tendance à la reproduire. Inversement, si cette action est négative, eh bien on va avoir une punition et donc on va mémoriser aussi et on évitera de la faire. En conséquence, si votre animal demande et que vous finissez par céder, eh bien, cela revient à le féliciter d'avoir attendu. Donc, ça, même s'il essaie, donc un chien, par exemple, qui aboie parce qu'il veut que vous le caressiez, ou s'il vient vous donner, vous sautez dessus pour avoir des caresses. Donc, si vous lui dites non, 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 même 10 fois, même 15 fois, vous attendez et tout, et qu'après, à la fin, vous cédez, eh bien, il a simplement appris à attendre pour avoir ce qu'il voulait. Donc attention à ne pas transmettre des fausses informations au chien ou au chat. Donc ça serait dans ces cas-là un encouragement positif à l'action qui vient de se produire. Donc on retrouve ça quand le chien saute sur les gens, ou quand il veut attirer votre attention, ou quand il veut une récompense à table, etc. Pardon. Donc en revanche, s'il n'y a pas d'encouragement, c'est-à-dire que si on ne cède pas, eh bien, il n'aura aucun intérêt à continuer et petit à petit, il va arrêter de le faire. Et puis, vous avez le cas intermédiaire. On ne cède pas, mais quand même, quelquefois, on cède. Et donc, on craque, comme on dit. Et donc, là, le chien ou le chat, eh bien, il va peser le pour et le contre, inconsciemment, bien sûr, mais il va tenter. Comme ce n'est pas sûr, il y a peut-être un petit espoir d'avoir une récompense. Et donc, c'est là que c'est difficile. Et c'est là, quand on fait de l'éducation avec le chien et le chat, de bien être dans le bon sens où on veut aller et ne pas craquer de temps en temps. Exemple, je vais vous donner un exemple pour les humains qui va vous être parlant. Si je vous demande si vous dormez la nuit, vous allez me répondre oui. Si je vous demande si vous dormez à 3 heures du matin, vous allez me dire oui. Mais si je vous dis qu'à 3 heures du matin, cette nuit, à 10 km de chez vous, on a installé un distributeur de billets de 500 € et qu'il vous en donnera autant que vous le souhaitez, eh bien, il y a peu de chances que vous dormiez à 3 heures du matin. Vous serez dans votre voiture pour essayer d'arriver très vite auprès de ce fameux distributeur de billets. Donc, vous avez pesé le pour et le contre entre le fait de ne pas dormir, de sortir de chez vous et d'aller loin, mais peut-être que la récompense sera plus importante que les inconvénients. Et donc, voilà, votre animal peut se trouver confronté à ce type de situation. Je vous rassure, les billets de 500 €, ça ne l'intéresse pas beaucoup, c'est pas la peine de lui en donner. Donc, il faut faire attention et il faut que le soin apporte un bénéfice au chien ou au chat. Mais un bénéfice canin ou félin, c'est-à-dire que c'est lui qui juge, ce n'est pas vous. Et donc, il va falloir lui expliquer en termes canin ou félin. Donc, par exemple, être beau pour se laisser brosser ne fonctionne pas. Être beau pour un chien ou un chat,
C'est pas évident. Hein. Si vous lui dites, si tu te laisses brosser, je te donne un billet de 50 €, ça ne marchera pas non plus. En revanche, si vous donnez une caresse, une friandise, on aura beaucoup plus de chance. La récompense doit avoir une valeur pour l'individu qui la reçoit. Pour les animaux domestiques, c'est souvent des caresses ou de la nourriture. Pour les chats, attention, les goûts sucrés sont peu attractifs. Donc, envisageons différentes situations. Prenons l'exemple de l'alimentation. Quand vous adoptez un animal, l'adoption légale, c'est 2 mois que vous achetiez un animal ou qu'on vous le donne. Et l'animal doit être identifié, c'est obligatoire. Donc, en âge humain, un animal de 2 mois, un chien ou un chat, a à peu près 3 ans humains. Donc, le développement du cerveau est beaucoup plus rapide, on l'a vu, et donc il y a plus de risques que ça se passe moins bien. Donc, l'animal, quand vous l'adoptez, il a un vécu. Vous adoptez un animal de 3 ans à peu près, si c'était un humain. Hein. Donc, ça veut dire qu'il a un vécu. Au moment de l'adoption, il y a un passif et un actif. Donc, il dépend de la personne qui s'en occupe de 0 à 2 mois. Ça serait l'éleveur, ça serait une association de protection animale, hein, un refuge, voire un particulier. Et donc, à ce niveau-là, globalement, les jeunes animaux ne sont pas difficiles au niveau de la nourriture quand on les prend tout jeunes. Ils sont déjà bien contents d'avoir à manger. Donc, c'est après qu'ils deviennent difficiles. C'est après qu'on leur apprend, malheureusement, et involontairement, bien entendu, à devenir difficiles. Par exemple, ici, c'est une enquête qui est sortie et qui a été publiée sur le site de la FACO en avril 2024. Vous voyez, c'est tout récent. On voit que pour les croquettes, plus de 95% des chiens et des chats mangent des croquettes. 60% des chats mangent des boîtes, contre 26% des chiens, et 62% des chiens reçoivent des friandises, contre 40% des chats. Et globalement, les restes de table, alors les restes de table, c'est pas beaucoup en quantité, mais c'est beaucoup si ça tombe en récompense. Et les rations ménagères, c'est-à-dire faire à manger à son chien, à son chat, c'est relativement rare. Donc vous voyez que globalement, on n'a pas trop de problèmes pour leur faire manger ce type d'aliment. Alors, qu'est-ce qu'un bon aliment physiologique? Un aliment équilibré? Eh bien, c'est déjà un animal, ça s'adresse à un animal en bonne santé. Il faut que ce soit un aliment sans excès. C'est pas la peine de mettre des produits inutiles. Les protéines, par exemple, au-delà d'une certaine quantité qui correspond à la couverture des besoins, ne sont pas nécessaires. On n'est pas obligé de donner des valeurs très hautes au-delà des besoins. Idem pour les minéraux. Mais il faut éviter les carences aussi. C'est-à-dire que les protéines, il ne faut pas en donner trop, mais il ne faut pas en donner trop peu. On a idem pour les acides gras. On a vu le DHA tout à l'heure. Et idem pour les minéraux, les vitamines. On n'est pas obligé de suivre les modes, le sans gluten, le sans céréales. Souvent, les modes ne sont pas basés sur des bases scientifiques. Par exemple, le sans gluten et le sans céréales n'ont aucune expérience scientifique qui prouve qu'elles apportent un bénéfice à l'animal. Pas d'excès d'énergie non plus, il faut prévenir l'obésité. Actuellement, en France, 30 à 40% des animaux domestiques sont obèses, donc c'est important de faire de la prévention de l'obésité en donnant des aliments équilibrés. Il existe aussi des aliments, ce qu'on appelle thérapeutiques. Cela s'adresse à des animaux malades, dans différents cas. Ça peut être du diabète, insuffisance rénale, des cardiaques, de l'obésité, des allergies, même en cancérologie, les aliments que l'on donne en hospitalisation. Hein. Ça, ce sont des aliments sur recommandation vétérinaire. Ils sont non vendus en grande surface et ils font partie intégrante du traitement. Ce sont des aliments qui font l'objet d'un suivi et qui ont prouvé leur efficacité. Donc, votre vétérinaire peut être amené à vous conseiller ce type d'aliments. Et donc, ce n'est pas quand on en a besoin qu'il va falloir apprendre à son animal à accepter de changer d'alimentation. Ces aliments sont prescrits lors de maladies, on n'a pas le temps. Donc, on n'attend pas d'avoir soif pour creuser un puits. C'est-à-dire qu'il faut habituer vos animaux à accepter de temps en temps de manger autre chose que l'aliment habituel pour qu'on puisse, si jamais le besoin s'en faisait sentir, modifier son régime alimentaire. Donc, on doit toujours effectuer une transition alimentaire. Au début, on utilise l'aliment habituel, puis on glisse vers l'aliment choisi ou conseillé par le vétérinaire. L'éleveur et le propriétaire, par exemple, n'ont pas les mêmes rapports à l'animal. Quand vous adoptez un animal chez un éleveur, souvent il donne un aliment qui correspond au mode de vie de l'animal, à la portée. Voilà. Quand ça devient votre animal et qu'il vit chez vous, eh bien, on va
personnaliser le conseil, et donc le vétérinaire vous conseillera pour ce chiot, pour ce chaton que vous lui avez amené, en tenant compte de ses particularités, de sa race, de ce qu'on appelle son statut physiologique, est-ce qu'il est en croissance, est-ce qu'il est stérilisé, est-ce qu'il est adulte, etc. De son activité, quelle est l'activité que vous faites avec votre animal. Par exemple, le fait d'avoir un jardin ne garantit pas une activité. Il peut avoir un jardin et faire la sieste dans le jardin. Donc on en tiendra compte de son état de santé, on tiendra compte de son lieu de vie. Donc la transition alimentaire se fait de plusieurs façons. Chez le chiot, elle se fait soit en diminuant, et chez le chat ça marche aussi, en diminuant progressivement l'aliment initial, là l'aliment bleu, et en mélangeant un tout petit peu d'aliment vert, le nouvel aliment progressivement. Donc ça c'est important. Quand ils sont chiots, on fait un nombre de repas différents. Et chez les chats, on donne des aliments en libre service, mais pas forcément à volonté. Ne pas confondre libre service et à volonté, sinon votre chat risque de prendre du poids. La deuxième méthode pour changer d'aliment, c'est de mélanger le nouvel aliment dans le sac de l'ancien, et ainsi de suite. Tous les jours, on en rajoute un petit peu dans le sac de l'ancien. Et donc au début, il y a beaucoup d'anciens aliments et pas beaucoup de nouveaux. Et à partir du deuxième jour, troisième jour, on mélange bien les croquettes, et ça se mélange. Et donc, ça permet de changer l'aliment très progressivement. Donc ça marche très très bien. Alors, si ça ne marche pas, que se passe-t-il? Si ça ne marche pas, c'est pas possible. Donc, il faut chercher pourquoi ça ne marche pas. Donc, a-t-il été tenté par quelqu'un? Avez-vous changé d'aliment? Avez-vous changé autre chose? Êtes-vous sûr qu'il ne mange pas? Par exemple, il faut peser dans ces cas-là ou compter les croquettes pour objectiver. C'est ce qu'on fait dans les cliniques vétérinaires. Quand on nous laisse un animal hospitalisé, on met par exemple 20 croquettes. Et puis on repasse 1 heure plus tard. 20 croquettes, c'est facile à compter. Donc on sait s'il en a mangé ou pas. Si c'est un animal de plus grande taille, on va peser les croquettes. Et on les pèse matin et soir. Idem pour la pâtée. Et comme ça, on peut savoir si l'animal mange ou ne mange pas, ou mange peu. Et donc, il faut être précis. Très souvent, quand on pose la question aux propriétaires d'animaux, on n'obtient pas une réponse très précise. Ils nous disent « Oh, il mange bien. Oh oui, il boit. Il boit souvent. » Oui, mais souvent et combien, c'est pas pareil. Donc, il faut essayer d'être un petit peu objectif. Donc, souvent, les propriétaires donnent trop d'aliments. Donc, quelquefois, il en reste dans la gamelle. Mais ce n'est pas qu'ils n'aiment pas l'aliment, c'est qu'il y en a trop. C'est comme vous, si on vous sert une double ration, vous ne pouvez pas finir votre assiette. Donc, attention à ça. Et si, à contrario, il mange tout ce que vous lui donnez, eh bien, il va grossir. Et c'est certainement le cas de ce qui se passe actuellement, puisqu'on a vraiment une population obèse. Et donc, il faut juger vraiment objectivement l'excès de poids. Et ça sera très important. Donc, si vous en trouvez l'apport de la discussion sur la nourriture, eh bien, ça sera logique, il va discuter. Donc un animal n'est pas raisonnable, stricto sensu, pas de projection dans l'avenir. Il ne se dit pas si je mange trop, je vais être trop gros, alors je serai moins joli ou je vais être malade. Il ne se le dira pas ça. Il recherche simplement une satisfaction des besoins immédiats comme un enfant. Donc attention, les croquettes sont des aliments sans eau et donc le volume vous semble petit, mais il apporte pourtant les calories nécessaires. Si on compare, par exemple, 100 grammes de pâté apporte 100 kilocalories, alors que 100 grammes de croquettes apportent 400 kilocalories. C'est logique puisqu'il n'y a pas d'eau. C'est de la matière sèche. Donc, il ne faudra pas tenir compte de la quantité de croquettes que vous donnez, mais de la quantité de croquettes plus le volume d'eau qu'il va boire, qui va représenter 3 fois le poids des croquettes. Donc ça, c'est important. Le repas sera complet quand il aura bu. Donc ne le tentez pas non plus. S'il y a quelqu'un qui triche à la maison et qui lui donne quelque chose, au bout d'un moment, l'animal, il va préférer la friandise plutôt que de bouder sa gamelle. Et donc, quand il boude sa gamelle et qu'on le récompense en lui donnant la nourriture humaine, eh bien, on le félicite de ne pas manger. Donc, on fait exactement l'inverse de ce qu'il faut faire. Donc, avant qu'il soit malade, en sautant les repas, il y a de la marge. C'est-à-dire que quelquefois, les propriétaires nous disent « Ah ben, je suis inquiet s'il saute un repas. » Non, vous avez le temps, c'est pas grave. Donc, vous pouvez tout à fait mettre pour un chien sa gamelle pendant 15 minutes. Au bout de 15 minutes, s'il n'a pas mangé, eh bien, vous la retirez et donc, vous ne donnez plus rien jusqu'au soir. Et donc, le soir, il aura plus faim et donc, vous lui donnez un seul repas, c'est-à-dire que le repas du matin qu'il n'a pas consommé, eh bien, ce jour-là, il ne l'a pas.
Et donc, il ne mangera qu'une demi-ration ce jour-là. Et donc, le lendemain matin, il aura un peu plus faim, il mangera. On n'a jamais d'échec si on fait ça. Il faut vraiment que l'animal comprenne que, ou au moins ait l'impression que ce n'est pas grave. S'il ne saute en repas, vous n'allez pas être inquiet. Et rappelez-vous, on ne peut pas mentir à un chien. Donc, ne soyez pas inquiet parce qu'il le verra, hein, sinon. Donc, vous savez, les laboratoires font des tests d'appétence pour les aliments. Et donc, ils essaient de faire en sorte que les animaux les mangent. Et effectivement, les aliments satisfont l'énorme majorité des animaux. Donc, il est important de faire attention. Si votre animal ne le mange pas, c'est pas parce que l'animal n'est pas bon, c'est pas la peine de changer de X marque. C'est juste parce que vous vous y prenez pas très bien. Ou alors, votre animal a compris comment vous fonctionnez et c'est lui qui vous mène un peu par le bout du nez. Donc, attention, même quelquefois, les aliments sont trop appétants. Appétant, ça veut dire que ça a bon goût, hein, et donc on a des risques d'obésité. Hein, donc, attention à ça. Attention, ce qu'on appelle au syndrome McDo, hein, c'est-à-dire que tout le monde sait que manger au McDo tous les jours, c'est pas bien. Et donc, et les gens qui mangent très souvent au McDo, eh bien, on sait que ça pose des problèmes parce qu'ils ont du mal à manger après des rations plus équilibrées. Donc, manger une fois de temps en temps quelque chose, c'est pas grave, mais si ça devient la condition pour manger, ça pose un vrai problème. Et nos animaux ont une tendance, quelquefois, à préférer quelque chose qui ressemble, enfin, qui couvrirait plus leur envie du moment, mais qui serait moins bonne pour leur santé. Vous avez exactement, puisqu'on est en période de Pâques, vous avez exactement le même phénomène avec les enfants. Et il est rare que les enfants vous disent, bon là ça fait 15 jours qu'on mange beaucoup de chocolat parce que c'est Pâques, maintenant j'aimerais bien qu'on mange des brocolis. Enfin, si vous avez votre enfant vous dit ça, vous me le direz parce que c'est assez rare quand même. Hein. Donc pour les soins, maintenant, comment va-t-on faire? Eh bien pour les soins, on va bien se préparer, on va éviter de se mettre sur le canapé avec l'animal. Pour les chats et les chiens de petite taille, on les met sur une table. Pour un grand chien, on le met au sol. Et on l'a habitué au préalable. Alors, au début, bien sûr, on le met dans ces situations-là, mais sans lui faire de soins. On le met sur la table, on lui fait des câlins, on peut lui donner des friandises. Il faut que ça soit une situation agréable. Et puis, petit à petit, on va apprendre à ouvrir la bouche, à regarder les yeux, à regarder les oreilles, mais on ne fait pas de soins. Hein, c'est juste dans les câlins, on commence à regarder, on y va doucement. Et rappelez-vous, on le fait souvent et pas longtemps. Hein, plusieurs fois par semaine, mais pas longtemps. Et puis, on va petit à petit donner la friandise. Et la friandise, on va le faire un peu patienter. Il sera en position de demandeur de cette friandise. Et donc, le demandeur est toujours en infériorité par rapport dans une négociation. Donc, ça vous donnera un petit peu plus de valeur. Donc, par exemple, donner un comprimé. Alors, donner un comprimé, ça semble toujours très compliqué. Alors, prenons d'abord un chat. Un chat, ici, vous voyez à droite, là, vous avez la position des mains ici qui est très importante. Ses doigts se mettent derrière les crocs du chat. Les crocs sont les canines, hein, derrière les crocs du chat. Et ça bloque là. Et vous voyez qu'avec une seule main, on tient tout le chat. Ça ne lui fait pas mal, ça ne lui fait pas peur. Et c'est même une position que vous pouvez l'habituer en le câlinant de mettre la main. Et les chats aiment beaucoup à mettre leur tête dans la main. Ça leur plaît beaucoup. Et la deuxième main, donc là la main droite, va baisser la mandibule pour ouvrir la bouche. Et donc, une fois qu'on ouvre la bouche, la langue d'un chat fait une bosse. La bosse, vous la voyez là. Et il faut mettre le comprimé là, derrière la bosse de la langue. Si vous le mettez trop devant, le chat va vous le recracher. En plus, 9 fois sur 10, le goût va leur déplaire. Il va apprendre le goût et vous savez que le goût et l'odeur sont liés. Donc, le coup d'après, quand vous allez arriver avec votre comprimé, il l'aura senti avant même que vous ayez essayé de lui ouvrir la bouche et il va le refuser. Donc, une fois que vous avez fait ça, alors ne vous étonnez pas, la langue du chat est râpeuse. Hein, donc, c'est pas grave, hein, c'est rien du tout. Eh bien, il faut savoir qu'un chat, pour avaler, est obligé de tirer la langue. Donc, ça veut dire que tant que vous n'avez pas vu le chat tirer la langue, comme ici en bas à droite, ça veut dire qu'il n'a pas avalé le comprimé. Vous l'avez bien mis dans la bouche, mais il va aller le cracher quelque part. Donc, vous ne lâchez pas votre matou avant qu'il ait tiré la langue. Pour un chien, dans 90% des cas, ça marche très bien avec une friandise. Alors, il existe des friandises qui existent ici, comme le produit observant, c'est une passe très appétante. Au début, vous la donnez à vide,
Et puis, petit à petit, vous mettez les comprimés dedans. Alors, les échecs que l'on a ici, c'est souvent parce que les propriétaires veulent aller trop vite. Ils achètent l'observance, ils mettent un comprimé dedans et ils le donnent tout de suite. Manque de peau, si le chien donne un coup de dent dans le comprimé et qu'il sent le goût du comprimé, il le refroidira. Donc, au début, on l'appâte, hein, on lui fait des séances à blanc et ça passera très bien. À noter qu'il existe aussi ce produit pour chat et donc vous pouvez tout à fait l'utiliser. Donc ça, c'est la méthode la plus sympa, on va dire, puisque le chien prend une friandise, le propriétaire ne se bat pas, tout va bien. Sinon, chez le chien, on peut utiliser la méthode employée chez le chat, ici, où on prend la bouche, on lui ouvre et on met la main. Alors sur un chien, on peut aller loin dans la bouche d'un chien, donc on peut toujours mettre le comprimé le plus loin possible et ça pose pas de problème. Si en revanche la méthode des friandises fonctionne, ce qui marche bien, c'est les bouts de fromage, et ce qui marche très bien aussi, c'est le fromage, la cancoyote. S'il y a des gens parmi vous qui sont de Franche-Comté, c'est un fromage qui est très peu calorique, c'est même un des fromages les moins caloriques, et surtout qui a du goût et qui est sous forme de pâte. Donc vous pouvez enrober le comprimé et le chien ne pourra pas du tout séparer le comprimé du fromage. Alors que si vous le mettez dans un bout de gruyère, il parviendra. N'oubliez pas toujours de récompenser l'animal après par des câlins pour lui dire que c'était très bien et qu'il a réussi son exercice. Maintenant, si je veux soigner des oreilles d'un animal, eh bien, il faut savoir que chez le chien et le chat, vous avez un L, vous avez un coude. Hein. Chez l'humain, le canal de l'oreille, c'est les traits rouges en pointillés qui sont là. Chez le chien et le chat, vous avez un canal qui remonte. Donc, attention de ne pas vous tromper. Il ne faut pas se tromper, le trou est vers le bas et non pas vers la tête. Donc, attention, les otites, ils font souvent des otites externes, et donc souvent en se baignant, parce que vous voyez bien que si l'oreille se remplit d'eau, elle ne se videra pas, hein, mais ça peut être aussi du sable ou de la terre. Donc l'eau va se mettre ici, hein, donc ça va se remplir, et donc ça posera un problème. Si c'est de la terre, vous allez avoir des petites particules de terre ou de sable qui vont se mettre ici, et ça peut être aussi une herbe, un épillet. Et donc l'épillet, il vient se mettre là, et petit à petit, il va se déplacer, et il va se planter. Et donc là, on est obligé après d'aller chez le vétérinaire, qui avec une pince, va être obligé d'aller attraper cet épillet, et ça fait très mal. Donc souvent, on est obligé de tranquilliser un petit peu les animaux. Donc quand on met un produit dans les oreilles, on doit rechercher la position ici, hein, la position verte, là. Le flacon doit être vertical, du haut vers le bas, et non pas, comme celui avec le sens interdit, vers la tête, comme on ferait sur un humain, puisqu'il n'y a pas d'ouverture. Ça ne marche pas, hein, donc ça ne marche pas. N'oubliez pas de récompenser l'animal s'il s'est laissé faire, et tout va bien. Maintenant, si on veut mettre des soins dans les yeux, eh bien, on va utiliser les mains de cette façon. Donc, attention, chez le chien et chez le chat, vous avez une troisième paupière. Donc, vous la voyez là, je vous la montre. Ici, vous avez une troisième paupière, et donc il faut faire attention que cette paupière soit ouverte. Donc, chez le chien et chez le chat, il faut ici, chez le chat, prendre cette position et tirer légèrement avec le doigt sur la peau pour soulever la paupière supérieure et pouvoir mettre ici le produit. Là, c'est une pommade ou un collyre. Et chez le chien, en revanche, on tire légèrement vers le bas pour dégager l'œil et pouvoir mettre des produits dans les yeux. Donc, toujours pareil, on récompense et on le félicite de s'être laissé faire. Pour les dents, voilà, je vous ai mis à gauche des dents normales, un début de tartre, beaucoup de tartre, et en dessous, une pathologie une gingivite très forte, avec même une résorption osseuse. Donc là, ça en est au stade des soins. Là, vous avez peut-être sur le dessin en bas à gauche, c'est peut-être plus simple de voir, la gencive est touchée. Donc ça, c'est important. Et donc déjà, regardez la bouche et allez voir si vous voyez des couleurs marron. C'est vraiment important. Chez le chien et le chat, les dents les plus touchées sont ici les crocs, et les dents qui sont ici, qui sont ce qu'on appelle les carnassières. Vous la voyez ici, cette grosse dent là. Vous la voyez ici aussi. Et c'est la dent qui serre le plus, donc c'est celle qui se salit le plus. Et donc, une fois qu'on a accès à la bouche, on peut observer, on peut brosser les dents et on peut faire des soins.
Donc voilà, je vous ai mis aussi un dessin pour vous montrer. Plus c'est rouge, et vous voyez le tartre se glisse, c'est la partie marron là, ça se glisse entre la dent et la gencive et ça déchausse les dents. Donc ça c'est très important de le voir. Ça fait mal et ça peut permettre à des microbes de pénétrer dans la circulation sanguine. Et en médecine humaine, par exemple, quand on est opéré du cœur, on vous demande toujours si vous avez, on vous envoie chez le dentiste avant pour vérifier l'état de votre bouche, parce que c'est un gros risque dans les opérations sensibles comme ça de faire entrer des microbes. Ça crée des endocardites qui sont graves. Donc voilà, il existe des dentifrices pour chiens ou chats, et ce sont des dentifrices qui, par rapport aux humains, n'ont pas besoin d'être rincés. Donc dans la boîte, il est souvent fourni une brosse à dents et un doigtier qui vous permet de faire des soins. On peut le faire, et donc ça vous permet de faire des soins. Mais déjà, si vous savez ouvrir la bouche, c'est déjà très important. Donc au début, on le fait en jouant, on regarde, et ne vous jetez pas le premier jour sur le dentifrice, la brosse à dents et tout, parce que ça ne marchera pas. Vous avez bien compris qu'il faut y aller doucement pour faire ça. Donc ne pas oublier de le récompenser, et toujours que ce soit positif. Donc pour couper les griffes, normalement les griffes des chiens s'usent sur le sol, et les chats ont des couches d'ongles en oignon, et on peut retrouver une couche entière et on croit qu'il a perdu une griffe, mais pas du tout. En fait, c'est comme ça, et puis quelquefois vous avez un bout de griffe qui se défait comme ça, et c'est ce que vous retrouvez ça par terre, et ça fait pas mal, c'est juste la partie externe qui est sortie, et c'est normal. Donc on peut utiliser des appareils comme ça, à gauche plutôt pour chien, à droite plutôt pour chat, et ils ont des butées. Ici, vous pouvez avoir des butées pour pas aller trop loin. La difficulté chez le chien et chez le chat, c'est que là, vous avez de la chair. Donc si vous coupez trop court, vous voyez, vous avez des dessins là, il faut couper la partie blanche, c'est pas la partie rouge qui est le doigt. Donc vous voyez en haut à gauche ce chien qui a des ongles très très longs ici, c'est difficile. Alors quand ils ont des ongles blancs, on voit à peu près le rose, on voit où est la chair, c'est pas toujours évident. Chez le chat, par exemple, ici, ça c'est un chat, et vous voyez la chair ici. Donc si vous coupez trop court, vous allez le faire mal, et là ça fait mal, donc il va se débattre et vous pas se laisser faire. Donc la ligne de coupe doit se mettre ici. Pensez chez le chat que les griffes est rétractile, c'est-à-dire qu'elle remonte dans le coussinet, et donc il faut toujours qu'il y ait un doigt qui appuie à la base de la griffe pour le faire sortir. Je vais vous montrer sur d'autres. Voilà. Ça, c'est un chien. Donc, chez le chien, vous voyez ici la partie rose, c'est la partie irriguée, et il faut couper un peu plus loin. Donc, vous avez des lignes de coupe. Donc, vous voyez le rose, ça, c'est le doigt. Et vous avez des lignes de coupe ici. Ne pas couper trop ras, c'est comme nous. Si on coupe les ongles trop courts, ça fait mal. Alors, chez les ongles noirs, c'est plus compliqué. C'est pour ça que quelquefois, les propriétaires demandent au vétérinaire de faire cet acte. Si on coupe trop court, quelquefois ça saigne. On ne s'affole pas, on met un pansement et on appelle son veto. On peut tamponner à l'eau oxygénée, ça aide aussi à arrêter les saignements. Chez le chat, par exemple, on voit bien la griffe, donc on appuie, vous voyez le doigt ici appuie, fait sortir la griffe, et comme ça, on peut bien voir ce que l'on veut faire. Donc voilà aussi ici, la partie rosée ici, et la griffe, et voilà, et le doigt qui appuie pour faire sortir la griffe. Donc en conclusion, il faut bien connaître les pièces et les formes des trous. Après, c'est facile. Faire rentrer une pièce ronde dans un trou carré, c'est compliqué. Donc si vous connaissez bien votre chien, bien votre chat, et que vous adaptez bien les soins, ça sera facile et ça sera agréable pour tout le monde. Si au contraire, vous voulez passer en force et faire rentrer ce triangle dans le trou carré, eh bien ça ne marche pas. Rappelez-vous ce jeu auquel vous avez certainement joué quand vous étiez enfant. Eh bien, vous avez le droit encore d'y rejouer maintenant et d'en faire profiter votre animal de compagnie. Et la vie sera plus belle pour vous et pour lui. Merci de votre attention. Merci, docteur. On a sur l'onglet chat quelques questions. Je vous laisserai répondre. Oui, alors j'ai vu Marianne qui disait peut-on donner un seul repas au lieu de deux? Oui, on peut le faire, mais actuellement les études montrent que c'est mieux deux. Si votre chien est habitué à un seul repas, c'est bien,
Mais sinon, actuellement, on a de meilleurs résultats avec 2. Et si votre chien a tendance à prendre du poids, il vaut mieux multiplier et faire plusieurs petits repas pour éviter qu'il ait trop faim. Sinon, il sera resté 24 heures sans manger et donc il risque de se jeter sur sa gamelle. Oui, donc j'ai vu le petit chien. Ben oui, le petit chien, on peut pas le mettre dans la bouche. Donc justement, il faut vous entraîner. Et s'il le sent, c'est que vous avez pas. Maintenant que je vous ai montré comment faire, ça sera beaucoup plus facile. Alors les chiens qui mangent leur crotte, on est un peu hors sujet. C'est souvent des problèmes digestifs ou des mauvaises habitudes. Donc ça, il faut en parler à votre vétérinaire. Je vais remonter un petit peu dans les questions. Ration croquettes et ménagères. Alors ça, c'est impossible, Chantal, de vous répondre comme ça. Oui, c'est possible, mais ça se calcule. Donc, c'est pas du tout évident de le faire. C'est tout à fait possible, hein, il n'y a pas de problème. Pour un chien non gourmand, peut-on laisser sa ration journalière à disposition? Non, Florence, il vaut mieux l'enlever parce que justement, sinon, il va grignoter toute la journée et il ne fait pas de vrais repas. Donc, ça va entretenir le phénomène. Il vaut mieux que vous fassiez 3 repas par jour si vous voulez, pas plus de 15 minutes, et vous le laissez attendre entre deux. C'est tout à fait possible. Donc ça j'ai vu. Peut-on mélanger un fond d'eau avec les croquettes? Oui, oui, vous pouvez même remplir la gamelle, il n'y a aucun problème, puisque un chien va boire 3 fois ce qu'il mange en croquettes. Vous pouvez mettre l'eau en même temps. En revanche, chez les chats, habituez-les, parce que si vous mouillez les croquettes, il ne les mangera pas, hein. Le changement de texture posera problème. Je descends un petit peu. Peut-il manger tout ce qui vient de l'océan s'il se balade sur la plage? Ben, oui et non. Ça dépend quoi. Des fois, il vient des choses de l'océan qui ne sont pas très propres ou consommables. Non, non, un chien peut manger des poissons, peut manger des coquillages, il n'y a pas de problème, mais attention à ce qu'il mange quand même, parce qu'il y a des poissons qui peuvent transmettre aussi des choses, donc attention. Quelle fréquence pour les soins des oreilles idéalement? On va dire que, alors ça dépend un peu où vous habitez. Globalement, 1 à 2 fois par mois l'hiver et 1 fois par semaine, 1 fois tous les 15 jours l'été. Si votre chien se baigne, il faut mettre un produit dans les oreilles parce que vous avez vu la forme de l'anatomie de l'oreille fait qu'elle ne se vide pas. Donc si un chien se baigne dans la mer et qu'il y a de l'eau de mer qui rentre dans les oreilles, l'eau va s'évaporer et le sel va rester au fond de l'oreille. Et donc ça va l'irriter. Donc là, il vaudrait mieux que vous ayez un produit de nettoyage des oreilles parce qu'ils ont la particularité de se mettre. Vous les mettez dans les oreilles, vous remplissez les oreilles, vous massez un peu les oreilles et vous laissez le chien dehors. Donc dans ces cas-là, on prend des produits non gras. Mais voilà, ça dépend un petit peu. Mais enfin, 1 à 2 fois par mois, ça serait déjà bien. Mon chien mange ses croquettes avec des courgettes, mais bien sûr, les courgettes, c'est très bien. Et c'est un aliment très, très bien, très peu calorique. Et on s'en sert beaucoup pour les chiens obèses pour faire du remplissage. Il n'y a pas de problème. Normalement, c'est à peu près, même les chats mangent des courgettes. Pour les chats, on peut aller jusqu'à 100 grammes par jour. Et pour un chien, on peut donner 100 grammes de courgettes par tranche de 10 kilos. C'est-à-dire de 0 à 10, 100 grammes, de 10 à 20, 200 grammes, etc. Donc les courgettes, au contraire, c'est très bien. Mon chien a des traces noires entre les doigts et les oreilles se gratte. Je ne peux pas savoir ce que c'est, madame. Ou monsieur, pardon. Monsieur. Là, il faut voir votre vétérinaire. Ça peut être beaucoup de choses. Antipuce et antitique efficaces, mais naturels. Contrariés par les comprimés chaque mois, ben, vous savez, le problème des produits naturels, c'est plutôt des répulsifs qui ne tuent pas les parasites. Et donc, c'est pas toujours évident. Donc, vous avez effectivement des produits en pipette si vous ne voulez pas donner des comprimés. Mais pour certains parasites, c'est un peu compliqué. Je ne peux pas vous conseiller des produits naturels efficaces. Ils n'ont souvent pas fait l'objet d'études suffisantes. Les carottes cuites, les haricots verts cuits, le principe, tout ce qui est végétal doit être cuit, voire beaucoup cuit. Et tout ce qui est plutôt animal, viande, tout ça, pas trop cuit, voire cru. Alors cru pour tout ce qui est bœuf, agneau, pour tout ce qui est volaille et produits de la mer, un peu cuit quand même. J'utilise une assiette labyrinthe pour Catherine. Oui, mais elle continue à manger trop vite. Ben oui, alors là, vous avez différentes situations. Donc, il en existe avec des genres de picots qui sont un peu plus contraignantes.
Chez les chiens, si c'est un chien qui mange des croquettes, vous pouvez mettre beaucoup d'eau. La première fois, ça va la surprendre et ça va forcément la ralentir. L'autre solution étant de mettre des boules de pétanque dans la gamelle ou des balles un peu lourdes, comme les balles Kong, pour que ça la gêne et du coup, ça va la ralentir. Donc, de l'eau ou des boules de pétanque, ça marche très bien. La boule de pétanque, attention pour les tout petits chiens, de pas qu'ils se fassent pas mal, mais c'est l'idée, quoi. Le soir, notre chien a tendance à aboyer dans le jardin. C'est un signe non, je ne peux pas vous dire, ça peut être parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc là, il faut étudier là, le comportement de plus près. Excusez-moi, quelquefois j'hésite parce que quand vous tapez des messages, ça efface les précédents et donc c'est pas toujours évident. J'ai un bird de 3 ans et demi qui refuse de ronger tous les os qu'on lui donne, venant de chez le boucher ou en pot de buff, et se contente de manger des Dent Alive qui ne sont pas trop durs. Les autres, ils laissent tout simplement. Alors là, il faut faire vérifier par votre vétérinaire que, au point de vue gencive, ça va, parce que s'il a mal aux gencives, il rongera pas d'os. Hein. Donc faites vérifier déjà les dents, l'état des dents et l'état des gencives. C'est possible tout simplement que ça lui fasse mal et que quelque chose de plus mou soit plus facile pour lui. Pour réduire les aboiements, oui, on en parle à son vétérinaire, c'est un problème de comportement. Et donc, si lui-même peut vous référer à un vétérinaire comportementaliste, parce qu'il y a différentes causes et il n'y a pas de solution magique, ce qu'il ne faut surtout pas faire, et ça va à l'encontre du bien-être animal, c'est de mettre des colliers électriques, bien entendu. Ben, je crois qu'on a répondu à pas mal de questions, donc s'il y en a d'autres, je vais essayer de remonter un petit peu. Là, on a vu. La fréquence dentaire, le chihuahua. Alors, effectivement, il y a des races qui ont quand même des problèmes de dents, comme tous les chihuahuas. C'est un peu à la mode, les chihuahuas. Et donc, ça, il faut vraiment les faire surveiller les dents par votre vétérinaire, parce que les bouches étant tellement petites que c'est difficile de lui rouvrir la bouche. Vous avez un peu le même problème avec les races, ce qu'on appelle brachycéphales. C'est les races à museau écrasé. Donc j'en profite là pour dire que faire attention actuellement aux hypertypes, c'est-à-dire qu'il y a des particularités raciales qui ont tellement eu de succès que certains éleveurs sont allés un peu trop loin dans la sélection avec des nez écrasés, et donc heureusement qu'il y a des éleveurs sérieux qui ont un peu freiné cette tendance. Et donc, sinon, on a des animaux qui n'arrivent plus à respirer. On trouve ça chez le chat et chez le chien. Donc, les hypertypes, ce n'est pas que le côté respiratoire, mais il y a beaucoup de choses. Donc, il faut être raisonnable en tant qu'adoptant un animal de compagnie, de ne pas rechercher ces excès esthétiques qui contribuent à faire du mal-être animal avec des animaux qui doivent être opérés quelquefois pour pouvoir respirer ou qui ont des problèmes tels. Donc, il faut combattre les hypertypes et les éleveurs actuellement, on travaille pour éviter ce genre de choses. Donc voilà, un chihuahua qui ronge des bois de cerf, c'est très bien. C'est très bien. J'ai peur que ça marche. C'est peut-être très bien pour votre animal, Florence. Il n'y a pas eu d'études à ma connaissance qui montrent que les bois de cerf sont plus efficaces qu'autre chose. Mais enfin, si ça convient sur votre animal, pourquoi pas, mais je ne peux pas vous le valider par une étude. Je n'ai pas de connaissance d'études suffisamment sérieuses à ce niveau-là. Mais tant mieux si vous avez trouvé une solution. Hein, ça, c'est très bien. Alors, pour Virginie, mon chat de 7 ans a tendance à jouer avec ses griffes et ses dents et peut mordre très fort quand elle est agacée. Peut-on lui apprendre à faire plus attention? Alors, oui, si c'est une mauvaise habitude, et non si c'est un trouble du comportement. On voit souvent ça avec des chats qui ont été adoptés très jeunes et qui n'ont pas eu leur mère qui leur a appris à bloquer ce comportement. Donc, quelquefois, soit c'est une mauvaise habitude, on y arrive. Si on n'y arrive pas, il ne faut pas hésiter à consulter parce que les blessures, les morsures de chat, même, c'est pas forcément que le chat est agressif, c'est qu'il peut blesser parfois en étant un peu brutal et ça fait très mal et il ne faut pas vous faire
Il ne faut pas avoir risqué une blessure. Voilà, je crois qu'on a fait le tour des questions. Il y en a d'autres. Aussi. En tout cas, un grand merci, Dr Paolino. Je vois que, vu l'enthousiasme des commentaires, je vois bien que la conférence a été appréciée. Je pense qu'elle était complète et très pédagogique. Et je vois qu'il y a Franck qui est encore en train d'écrire quelque chose. C'est un vaste sujet, hein, on pourrait toujours on peut y parler passer toute la beaucoup soirée. plus de temps. Non, merci pour votre grand professionnalisme. Donc voilà, que des compliments. Un grand merci encore. Merci beaucoup, merci à tous. Merci à tous les participants. Bien sûr, vous pourrez retrouver cette conférence en replay d'ici quelques minutes. Quand je vais clore l'événement, vous allez avoir dans votre boîte mail le lien du replay. Donc n'hésitez pas à le partager autour de vous. Et puis avec VetinWeb, on se retrouve au mois de juin pour une nouvelle webconférence client sur un tout autre sujet. Donc soyez attentifs à vos mails et vous allez recevoir d'ici peu de temps l'invitation pour le prochain événement. Encore merci et très bonne soirée à tous et à bientôt pour un prochain événement. Bonne soirée. Bonsoir.